Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur le nouveau dispositif d'évaluation. Avant de commencer le webinaire, juste vous indiquer que plutôt qu'un chat, en fait, c'est un système de questions et réponses qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez adresser vos questions aux panélistes et qui pourront vous répondre puisqu'on aura un temps de questions et réponses à la fin des présentations de ce webinaire. Peut-être vous rappeler pour commencer le déroulé du webinaire. Donc, on va avoir un temps d'introduction avec, pour commencer, une prise de parole de la DIAL, représentée par Simon Mativet. Ensuite, une prise de parole d'Arnaud de Broca, délégué général de l'UNAFO, et de Nathalie Latour, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ensuite, on a le plaisir de pouvoir accueillir la HAS qui fera la présentation du nouveau référentiel d'évaluation et de sa mise en œuvre opérationnelle pour les établissements et les évaluateurs. Ensuite, on aura une présentation de la DGCS qui pourra nous présenter la nouvelle programmation des évaluations. Et après ce temps de présentation qui dure environ 1 heure, on aura un temps de questions-réponses avec vous. Et donc, vous pouvez poser vos questions normalement via le système de questions-réponses sur Zoom. Après ce rapide temps d'introduction, je vais laisser la parole à Simon Mativet pour la DIAL. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Déjà, en premier lieu, vous remercier à tous et toutes d'être là, autant services déconcentrés de l'État que gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà, on avait plusieurs centaines d'inscrits hier soir et on en était ravis. Avec la FAS, l'UNAFO et l'UNAGE. Donc, également remercier la Haute Autorité de Santé et la Direction Générale de la Cohésion sociale de prendre ce temps d'ici quelques minutes pour présenter le nouveau cadre de l'évaluation des ESMS à vous, acteurs du secteur de la HI et du secteur de l'asile. Alors, bon, bien entendu, on a tous conscience que les CHRS, les FJT, les CADA ou encore les CPH sont minoritaires, on va dire, dans la grande famille des établissements sociaux et médico-sociaux. Pour autant, il est très important pour la DIAL et toutes les organisations qui interviendront ce matin de porter la voix et les spécificités des secteurs de la HI et du secteur de l'asile. C'est d'ailleurs ce qui a été fait pour refaire l'historique des travaux sur les derniers mois. Donc, la DIAL a repris le pilotage du programme 177 en avril 2021, alors donc que les travaux sur le nouveau référentiel d'évaluation étaient déjà bien lancés depuis plusieurs mois. La DIAL a tout de suite émis le souhait et puis mis en avant ce souhait de travailler à la prise en compte des spécificités des structures de notre secteur. Alors, on a été ravis de pouvoir discuter longuement avec la Haute Autorité de Santé pendant plusieurs semaines, de façon à ce que justement on puisse prendre en compte ces spécificités et faire évoluer d'une certaine manière le nouveau référentiel d'évaluation. Il y a certaines choses qui ont pu être prises en compte et on en est ravis. Néanmoins, il reste encore quelques petites adaptations dans la mise en œuvre, notamment de cette réforme de l'évaluation. Et ces adaptations font l'objet justement d'une sorte de plan d'accompagnement travaillé par la DIAL depuis plusieurs semaines, en lien avec l'UNAGE, la FAS et l'UNAFO. Et au sein de ce plan d'accompagnement est prévu notamment pour 2023 la production d'outils à destination des participants de ce webinaire et également à destination des organismes évaluateurs. Alors, en premier lieu, un guide à destination des organismes évaluateurs, de façon à ce que ces derniers qui réaliseront les évaluations externes connaissent autant que possible le cadre dans lequel les ESMS du secteur de la HI et du secteur de l'asile s'inscrivent. Ce guide aura également pour objectif de sensibiliser les évaluateurs au fait que certains critères d'évaluation soient encore légèrement inadaptés à nos structures, en tout cas pour certains cas. Et également, alors plus tard dans l'année, en 2023, encore une fois, un guide à destination directement pour le coup des établissements sociaux et médico-sociaux du secteur de la HI et de l'asile pour les accompagner dans leur démarche d'évaluation interne quotidienne. Le webinaire de ce matin s'inscrit totalement dans cette démarche globale d'accompagnement à l'appropriation de ce nouveau cadre de l'évaluation, en rassemblant encore une fois les services déconcentrés de l'État et les gestionnaires d'établissements, en faisant intervenir directement ceux qui ont piloté cette réforme, en l'occurrence la Haute Autorité de Santé et la DGCS, et en laissant bien entendu un temps assez long de questions-réponses en fin de webinaire, de façon à ce que vous puissiez toutes et tous poser les questions opérationnelles
et qu'elles puissent toutes être abordées. Voilà, je ne serai pas plus long que ça. Avant de leur donner la parole, je tiens à nouveau à remercier l'AFAS, l'UNAFO et l'UNAGE pour leur investissement sur le sujet et pour les travaux communs que nous menons jusqu'à aujourd'hui et pour les mois à venir. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Simon. Et donc, la parole est maintenant à Arnaud de Bregat pour l'UNAFO et l'UNAGE aussi. Exactement, merci beaucoup. Alors effectivement, je m'exprime au nom de l'UNAFO et de l'UNAGE, Union nationale pour l'habitat des jeunes. Alors je me joins aux remerciements qui viennent d'être exprimés pour le nombre important de participants et encore plus d'inscrits. Je dirais que ça témoigne évidemment du bien fondé de l'initiative que nos 3 fédérations ont pu prendre en organisant ce webinaire. Pour lequel on s'est fixé plusieurs objectifs. Déjà de présenter davantage et mieux la démarche de la haute autorité de santé, mais aussi de montrer tout l'attachement de notre secteur, que ce soit l'hébergement, que ce soit les foyers de jeunes travailleurs et d'autres dispositifs aux démarches évidemment de qualité et à l'amélioration des pratiques professionnelles. On y travaille bien évidemment depuis au moins la loi de 2002 qui doit rester pour nous un socle et avec un certain nombre d'acquis et que l'on peut évidemment améliorer, notamment en termes de respect des droits et de liberté des personnes accompagnées. Pour nous, ces dynamiques d'évaluation, elles ont évidemment un lien et elles ne peuvent pas être dissociées de la politique du logement d'abord. C'est pour ça que la présence de la DIAL est évidemment à ce webinaire extrêmement importante aussi. Et comme ça a été dit tout de suite en introduction, dès que nous avons eu connaissance de cette démarche de la HAS, de cette mission confiée à la HAS par l'État, déjà nos 3 fédérations ensemble s'étaient mobilisées pour faire part à la HAS évidemment de notre soutien à cette démarche, de notre soutien à l'idée d'avoir un socle commun d'évaluation pour l'ensemble des ESMS, mais aussi à la nécessité de prendre en compte nos spécificités. Ça a été dit, on y a un peu travaillé, mais force est de constater quand même qu'à ce stade, nos spécificités ne sont pas quand même complètement intégrées dans ce référentiel d'évaluation, ce qui explique notamment les outils que l'on prévoit de faire et qui ont été rappelés par la DIAL, mais ce qui n'empêche pas quand même, et peut-être ça explique le nombre important d'inscrits, un certain nombre d'incompréhensions, d'interrogations de la part d'acteurs de notre secteur. Alors, quand on dit des inadaptations à nos spécificités, on peut d'abord dire que c'est vrai que ce référentiel nous semble très médico-centré sur des questions donc médicales qui s'adaptent à un certain nombre de SMS, mais pas forcément à nos dispositifs. Par exemple, on parle finalement assez peu du bâti, on parle assez peu de la question de l'accompagnement, alors qui revêt des formes différentes selon les CHRS, par exemple, ou l'accompagnement socio-éducatif dans les FJT, mais c'est vrai que la dimension accompagnement est finalement assez absente. C'est aussi des spécificités sur les publics accueillis. Alors, nos secteurs ont aussi une grande diversité dans les publics qu'ils accueillent, mais on voit bien à quel point les publics accueillis sont quand même extrêmement différents que les publics accueillis en EHPAD ou dans les établissements de personnes en situation de handicap, que ce soit dans les CHRS avec des parcours souvent extrêmement compliqués, précaires, issus de parcours migratoires extrêmement difficiles, ou en foyer de jeunes travailleurs avec des jeunes qui vont aussi rester de manière temporaire dans leur logement avec une différence par rapport à d'autres types de SMS. Donc, on voit bien que les concepts, que l'enjeu de l'autonomie est extrêmement différent selon les publics et nécessite encore un travail assez fin, selon nous, pour expliquer nos spécificités et adapter ces démarches d'évaluation.
Donc, je remercie évidemment la HAS d'être présente pour répondre à toutes les questions. C'est un premier pas, ce webinaire, ou un deuxième, parce qu'on a déjà travaillé sur le sujet, mais enfin, en tout cas, un premier pas vers l'ensemble de nos adhérents. Mais je rappelle et je souligne quand même notre attachement collectif à cette démarche d'évaluation. Et je pense que pour y arriver, plusieurs conditions vont devoir être réunies pour qu'on arrive collectivement à faire de ce référentiel une démarche réussie dans notre secteur. Merci. Merci beaucoup Arnaud et pour cette introduction, ces mots d'introduction qu'on va partager du coup avec la FAS. Donc je laisse la parole à Nathalie Latour pour la FAS. Merci Tiffaine et merci Arnaud. Donc dans la continuité et bien sûr que pour nous, ce qui est important, et notamment avec ce qui se passe avec ce webinaire, c'est de travailler sur les conditions de la réussite de la démarche d'évaluation. Arnaud, tu l'as dit, il y a toute une nécessité en fait, en termes de conditions, d'avoir un travail sur la question de l'appropriation et de la compréhension mutuelle. C'est vrai que pour que ce référentiel soit approprié, il faut qu'on arrive à avoir une action, on va dire, très concrète sur le terrain, qu'on puisse regarder ce qui part de l'existant et comment les nouvelles méthodes introduites dans le référentiel peuvent apporter un plus, ou en tout cas être repartagées pour que ce qui se passe, et particulièrement avec les personnes accompagnées, qui sont les premières concernées, qui sont celles avec qui on doit justement faire les démarches d'évaluation. C'est quelque chose qui est très très important dans toutes les démarches qu'on a pu piloter jusqu'à présent. Donc ça nécessite, comme on l'a dit, ces temps d'échange, d'outillage, tel que M. McKinney l'a dit du côté de la DIAL, de l'interaction, pour qu'on puisse encore une fois faire que cette compréhension mutuelle et cette appropriation nous amène vers des démarches d'évaluation ambitieuses que nous soutenons. C'est vrai que sur la question de l'évaluation, on a pu avoir toute une culture à accompagner, à mettre en place sur cette question du sens. Je pense que c'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout. Nathalie, je me permets de t'interrompre. On ne t'entend pas très bien. Si tu peux rapprocher le micro de ton téléphone. Oui, merci. Vous m'entendez mieux? Oui. On t'entend beaucoup mieux. Désolée. La minute qui précédait, on ne t'entendait pas très bien. Ok. Donc, la première condition, effectivement, sur la réussite, c'est la question de l'appropriation et de la compréhension mutuelle et de l'implication de l'ensemble des parties prenantes et notamment des personnes concernées. La deuxième condition, c'est la question, bien évidemment, de la convergence de la qualité, de l'ambition qu'on se fixe avec aussi les moyens qui sont donnés. C'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui sur la notion d'accompagnement social qui n'est pas toujours évident dans notre domaine. Par exemple, sur les foyers jeunes travailleurs, on sait que 70% de la masse salariale de l'accompagnement social et éducatif ne fait pas partie d'un financement de droit commun. On sait que sur les CHRS, on a eu un plan d'économie. Donc, il faut qu'on arrive, encore une fois, à joindre l'ambition de la qualité avec aussi la réalité de ce que peuvent vivre les travailleurs sociaux et les associations sur le terrain, là aussi sur les leviers et les possibilités qui leur sont données. La troisième condition, et ça c'est un des points qu'il faut qu'on continue à travailler, c'est bien évidemment la question du coût des évaluations. Comment on arrive à intégrer ce coût des évaluations, c'est quand même là aussi quelque chose en termes de nouvelles exigences qui doivent s'intégrer dans les plans d'accompagnement et dans les plans budgétaires des associations. Donc, c'est un des éléments là aussi qui peut être un frein ou qui peut être un levier selon la façon dont on l'appréhende. La quatrième condition, c'est bien évidemment l'articulation de l'ensemble des démarches. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et encore une fois, c'est des outils sur lesquels nous sommes particulièrement impliqués. Mais je dirais que de la même façon, on est dans un décloisonnement, une volonté d'une approche globale en termes d'accompagnement des publics. Il faut qu'on le soit de la même façon sur tout ce qui est autour de la gouvernance et des méthodes d'accompagnement des associations. Quand on
On avance sur des démarches de CEPOM quand on est avec des multifinanceurs, comme ça peut être le cas, par exemple, sur les foyers jeunes travailleurs avec les caisses d'allocation familiale. On a en fait différents types d'agréments et de cofinancement qui peuvent parfois être sur des logiques d'évaluation différentes, sur des temporalités d'évaluation différentes et qui complexifient en fait le sens global de l'appropriation de la démarche qualité. Donc que ce soit au national ou au régional, on a aussi, et je pense que la volonté d'être ensemble sur ce webinaire montre vraiment la direction, de faire en sorte que tous ces outils ne soient pas vus comme une juxtaposition d'outils de gestion, mais soit bien vu dans quelque chose où on allie la question de la démarche qualité, le qualitatif, le quantitatif, l'économie, pour que tous les indicateurs et tout ce qu'on doit prendre en compte, encore une fois, pour être dans un accompagnement de qualité, d'efficacité et d'efficience auprès des publics, soient pleinement appropriés par les acteurs de terrain, mais aussi bien évidemment les directions de structure. Et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup œuvré ensemble à contribuer à ce référentiel. Je remercie vraiment la HAS d'avoir accepté l'invitation, ainsi que la DIAL pour le soutien qu'elle nous a toujours donné sur cette démarche-là, et la présence de la DGCS, parce que c'est vrai que c'est important. Là aussi, ça participe à cette question de l'approche globale et cette approche interdirection, interministérielle dont on a absolument besoin pour faire en sorte que cette démarche d'évaluation soit totalement appropriée et utilisée. Donc, merci à vous pour votre nombreuse participation et bons échanges pour ce webinaire qui, nous l'espérons, on en auront d'autres et sur lesquels nous pourrons nous féliciter des résultats obtenus. Merci beaucoup, Nathalie, pour la conclusion de cette introduction. Et on va donc maintenant pouvoir passer à la présentation de la HAS sur le nouveau dispositif d'évaluation. Donc, je laisse la parole à Madame Gadi et à Madame Grimaldi. Normalement, vous pouvez avoir la main sur le support de présentation. Donc, je vous laisse dérouler votre présentation. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Alors, on est en train de tester si on a la main sur le... et en fait, on ne l'a pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous nous l'avez donné? Je peux réactiver mon son, ouais. C'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, je vais passer les slides en même temps que vous parlez, comme ça, on ne prendra pas trop de retard. Voilà. Si, je crois... non, bon. Bon, ben, ça risque d'être un petit peu moins fluide, mais on va y aller comme ça. Donc, on va faire effectivement... demander le contrôle à distance. Voilà. On a demandé le contrôle à distance. Je pense que ça a fonctionné. Maintenant, ça a marché. Oui, pardon. Du coup, je suis allée un peu vite. Très bien. Donc, on a récupéré la main sur le déroulé du diaporama. Donc, on va effectivement vous faire cette présentation à deux voix, Sandra Grimaldi et moi-même. Donc, moi, je suis Véronique Gadi, la directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social, et Sandra Grimaldi, chef du service évaluation au sein de la direction gouvernementale. Voilà, et donc responsable du projet. Donc, je vais commencer par une introduction sur les fondements de l'évaluation avec des points que vous connaissez par cœur, et puis d'autres points qui me semblent importants de redire au regard des propos introductifs pour replacer dans quelle dynamique nous avons porté ce projet. Alors, pour démarrer ce qu'est l'évaluation, vous le savez, hein, l'évaluation, elle est prévue, elle est obligatoire hein, depuis la loi de 2002. Elle est mentionnée à l'article L312.8 du Code de l'action sociale et des familles. Elle a pour objectif d'apprécier la qualité des prestations qui sont délivrées par les établissements et services aux personnes accompagnées, ces établissements et services étant listés à l'article L312.1 du même code. Depuis la loi de juillet 2019, elle est réalisée tous les 5 ans et toujours par un tiers extérieur indépendant de la structure. Sa finalité, c'est à la fois
d'apporter une réponse aux attentes des personnes accompagnées, notamment en les éclairant sur le niveau de qualité des établissements et des services auxquels ils ont recours. C'est également apporter une réponse aux professionnels, puisque la démarche d'évaluation est avant tout un outil de management interne qui vise l'amélioration des pratiques. L'évaluation, c'est à un moment donné dans un processus plus global qui est le processus d'amélioration continue de la qualité. Et puis, il y a également une réponse à apporter aux autorités avec, alors c'est toujours, ça n'a pas changé, hein, ça entre dans le renouvellement des autorisations d'activité, mais ça a également vocation à venir nourrir de manière plus régulière le dialogue de gestion entre la structure et son autorité, et notamment pour tous ceux qui sont concernés par la signature de ces POM, c'est de la matière qui entre dans le dialogue au moment de la négociation et de la formalisation du CEPOM. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps sur les orientations stratégiques pour bien que vous compreniez donc la dynamique dans laquelle nous étions et en quoi on pense que ce dispositif d'évaluation tel qu'on l'a publié va pouvoir être un véritable levier, y compris pour le secteur de l'AHI. Alors, on a travaillé ces orientations stratégiques en ayant échangé avec l'ensemble des fédérations et grandes associations qui sont par ailleurs membres de notre comité de concertation, hein, et la FAS, l'UNAFO font partie du comité de concertation. Donc, on a eu ce temps d'échange pour poser le cadre, identifier les enjeux, les valeurs qui allaient être portées et qui allaient guider toute la démarche d'évaluation qu'on a construite. Une démarche d'évaluation, enfin, ce qu'on a construit n'est pas définitif, c'est amené à évoluer. C'est valable pour l'itération qui démarre là, qui est une itération de 5 ans. Il est évident qu'ensuite, en fonction de l'évolution du secteur, de l'évolution de la société, de l'évolution du contexte, il y a un certain nombre de points qui seront amenés à évoluer. En tout cas, pour l'itération précise aujourd'hui, nous avons identifié 3 enjeux. Premier enjeu, c'est de permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Le deuxième enjeu vise à renforcer la dynamique qualité dans les établissements et services. Vous l'avez dit dans les propos introductifs, depuis 2002, les questions de qualité sont devenues un sujet pour l'ensemble des structures du social et du médico-social, et donc on n'arrive pas sur un terrain vierge. Il y a déjà des travaux qui ont été menés, donc l'idée est plutôt de passer à l'étape suivante, de monter de niveau. Et puis, troisième enjeu, c'est de promouvoir une démarche qui soit porteuse de sens pour les professionnels, pour les structures, pour justement qu'ils s'en saisissent et que ça vienne réellement intégrer une démarche d'amélioration continue de la qualité. Il faut donc que le référentiel puisse être incarné par les professionnels. Je vais ensuite passer sur les... Il y a quelqu'un qui a dû reprendre la main. Alors, est-ce que je peux passer à la diapo sur les valeurs? Parce que ça a été bougé. Maintenant, je n'ai plus d'action. Bien, merci. Donc, au regard de ces 3 enjeux, nous avons défini également des valeurs qui étaient les 4 points cardinaux du référentiel d'évaluation. 4 valeurs prioritaires. D'abord, le pouvoir d'agir de la personne. En 2, le respect des droits fondamentaux. 3e valeur, c'est l'approche inclusive des accompagnements. Et puis enfin, la réflexion éthique des professionnels. Donc, c'est bien ces 4 valeurs qui ont guidé le contenu de l'élaboration du référentiel et des exigences qui sont portées. Slide suivante. Autre orientation qui détermine aujourd'hui le fait qu'on propose un référentiel national commun à l'ensemble des structures sociales et médico-sociales. C'est le parti pris que nous avons pris d'avoir un référentiel centré sur la personne. Donc, on part de ce qui va être le projet d'accompagnement de la personne. C'est vraiment ce qui est au cœur de tout le référentiel, c'est la question du projet d'accompagnement. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a identifié quelles étaient les différentes dimensions qui composent le projet de vie d'une personne. Et vous le voyez, il y a des sujets autour de
la participation à la vie sociale, culturelle et l'ouverture sur la cité. Il y a une dimension qui va évidemment s'intéresser à la scolarisation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale et professionnelle. Il y a évidemment les sujets autour des droits, de l'accès aux droits, de la protection, de la bientraitance, les questions de santé et pris au sens global du terme, et puis le recueil de la parole, le recueil de l'expérience et comment ça vient vraiment alimenter les projets d'accompagnement, la personnalisation de l'accompagnement, la question des parcours, la place des aidants et des proches. Donc, c'est bien l'ensemble de ces dimensions qui composent le projet de vie d'une personne et qui ont présidé aux travaux et notamment à l'organisation des groupes de travail. Donc, on a commencé avec 8 groupes de travail reprenant l'ensemble de ces dimensions. L'ensemble de ces groupes de travail est constitué de personnes accompagnées et de professionnels représentant la diversité du secteur. Donc, on a systématiquement eu des représentants de la HI ou de l'asile dans nos groupes de travail. Et ce sont donc, ça a représenté plus de 150 personnes. Ce sont eux qui ont produit la V1 du référentiel, qui avait ensuite été mis en consultation publique pendant 6 semaines. Et on a eu près de 9000 contributions, 9000 remarques. Donc, on a évidemment eu une V2 qu'on a ensuite proposée à notre commission, qui a fait évoluer, puis on l'a expérimenté. Enfin, voilà, ça a été tout un processus participatif qui nous a permis de publier, d'arriver à une version finale qui a été publiée au mois de mars 2022. Enfin, dernière orientation, c'est d'avoir une démarche d'évaluation qui se situe à 3 niveaux. D'abord, au plus près de la personne accompagnée, ensuite, d'interroger le collectif de professionnels et enfin, le niveau gouvernance. Et cette orientation, elle se traduit, et là je laisserai Sandra entrer beaucoup plus dans le détail, elle se traduit à la fois dans l'organisation du référentiel et dans son chapitrage, mais également dans ses méthodes. Sandra. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, là on va rentrer effectivement dans les outils qui ont été publiés suite aux travaux conduits dans le cadre des orientations qui nous avaient été données. Donc le référentiel, comme vous avez pu déjà le parcourir depuis mars, est construit donc en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Les 3 chapitres sont pour le chapitre 1, la personne, le chapitre 2, les professionnels, le chapitre 3, l'établissement ou le service social, médico-social. Donc, ça reprend bien l'une des orientations stratégiques qui nous avait été donnée d'avoir une évaluation à 3 niveaux. Et à l'intérieur de ces chapitres, vous allez retrouver les 9 thématiques, ces 9 thématiques qui permettent de passer en revue l'ensemble des critères qui font la qualité d'un accompagnement. Donc, comme vous avez pu le voir, la majorité de ces thématiques sont communes aux 3 chapitres et il y en a quelques-unes qui sont spécifiques à l'un ou l'autre des chapitres. Donc, pour les 157 critères, vous avez 129 critères qui sont des critères dits génériques et qui vont s'appliquer à toutes les structures, tous les ESSMS qui vont être évalués. Il y a 28 critères qui sont des critères dits spécifiques et qui vont s'appliquer en fonction soit du secteur dans lequel on se situe. Donc, effectivement, les structures médico-sociales ont quelques critères en plus en lien avec notamment la gestion du circuit du médicament, enfin, toutes les compétences spécifiques au secteur médico-social qui s'ajoutent. On a aussi différencié un certain nombre de critères en fonction du type de structure dans laquelle on se situe. Est-ce qu'on est dans un établissement qui fait de l'hébergement ou dans un service qui intervient à domicile, par exemple? Donc, dans l'établissement qui fait de l'hébergement, on va, par exemple, aller interroger la manière dont la personne peut disposer d'un espace qui lui est propre, qu'elle peut personnaliser. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on va aller interroger dans le cadre des services à domicile. Ou alors en fonction des publics qui sont concernés par l'évaluation, qui sont accompagnés par la structure, et donc en fonction soit du public adulte ou mineur. Donc, on ne va pas interroger la même chose, on va être sur l'interrogation de la manière dont on va rechercher le consentement éclairé d'un adulte, alors qu'on va rechercher l'adhésion d'un jeune, d'un mineur, dans le cadre de son accompagnement. Donc, voilà ce qui nous a permis de différencier et d'adapter le référentiel aux différentes structures sociales et médico-sociales qui composent le secteur. Autre
différenciation. Ah, je n'ai de nouveau plus le contrôle sur le PowerPoint. Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante. Merci. En fait, il faut que vous demandiez le Et je l'ai demandé et ouais. c'est ensuite que vous le reprenez. Donc, ouais. N'hésitez pas à leur demander. Donc là, je vous cède le contrôle et je vous redemande le contrôle qui devrait me permettre. C'est bon, ça fonctionne. Désolée pour ça. Merci. Alors, on va revenir à la slide d'avant. Donc, autre différenciation entre les différents critères. On a 139 critères dits standards qui correspondent au niveau attendu lors de l'évaluation et 18 critères dits impératifs et qui correspondent au niveau que nos instances ont voulu que toutes les ESSMS franchissent lors de cette première itération du premier référentiel d'évaluation nationale. Donc, ces 18 critères impératifs doivent être totalement satisfaits. Et s'ils n'étaient pas totalement satisfaits, ça impliquerait la nécessité pour la structure évaluée de prévoir un plan d'action spécifique priorisé qui permette d'améliorer la situation sur ces critères impératifs. Alors, les domaines couverts par ces critères impératifs, comme vous pouvez le voir, ce sont des domaines particulièrement importants, à savoir la question essentiellement des droits des personnes accompagnées, mais également la question de la gestion des risques de maltraitance et de violence, des plaintes et réclamations, des événements indésirables, donc des sujets particulièrement importants que nos instances ont souhaité mettre en avant lors de la validation de ce référentiel. Alors, à côté du référentiel, comme vous avez pu le lire également, on a accompagné le référentiel d'évaluation d'un manuel d'évaluation qui va reprendre d'abord des fiches critères. Donc, pour chacun des critères, une fiche critère, présentée toujours de la même manière. Vous avez pu le voir, elles sont présentées de manière uniforme. Donc, on a le critère en question avec l'objectif et la thématique auquel il se rattache. On a le niveau d'exigence qui lui est associé, dans ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est un critère standard ou impératif? On a également la question du champ d'application de ce critère, est-ce qu'il s'applique à tous ou en fonction d'autres éléments à certains champs uniquement? Dans l'encadré en bas à gauche, vous avez l'ensemble des éléments d'évaluation qui vont pouvoir concourir à l'évaluation de ce critère, que ce soit en termes d'entretien, avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, avec les membres de la gouvernance, que ce soit en termes de consultation documentaire ou d'observation éventuelle que l'évaluateur pourra faire dans la structure. On a également identifié un certain nombre de références associées aux critères, donc sur la partie droite de cette fiche. Donc, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les références principales qui permettent notamment à des professionnels qui veulent aller un peu plus loin sur un critère ou ils seraient en difficulté, pour identifier immédiatement les principales références associées, que ce soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, en termes de références légales et réglementaires ou d'autres références qui pourraient être utiles. Donc voilà pour ce qui est de la première partie du manuel, où vous trouvez 157 fiches critères pour bien comprendre ce qui va être pris en compte lors de l'évaluation. Après ces fiches critères, vous allez retrouver également dans le manuel les fiches pratiques. Il y en a 10 aujourd'hui qui permettent de bien comprendre comment mettre en œuvre l'évaluation, comment elle va se déployer. Et donc, vous trouverez notamment une fiche qui décrit l'organisation de la visite d'évaluation, la question des champs d'application des critères, donc ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Vous trouverez également une fiche par méthode. Donc voilà, vous en avez 10 aujourd'hui. On envisage certainement d'en rajouter en fonction des questions qui vont nous remonter dans le déploiement de l'évaluation. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui méritent d'être précisées, on pourra éventuellement en rajouter. Mais pour l'instant, il y a ces 10-là qui vous permettent de bien comprendre comment se déploie l'évaluation. Alors, comme le disait Véronique tout à l'heure, pour la prise en compte de l'aspect centré sur la personne accompagnée, on a également associé des méthodes à l'évaluation des différents chapitres du référentiel. Donc, pour chacun des chapitres, une méthode d'évaluation associée. Donc, pour le chapitre 1, c'est la méthode de l'accompagné traceur
qui va permettre à l'évaluateur de s'entretenir dans un premier temps avec une personne accompagnée, puis avec le ou les professionnels qui l'accompagnent dans son quotidien. L'enjeu étant de croiser les regards sur la qualité d'une structure qui est évaluée. Pour le chapitre 2, c'est la méthode du traceur ciblé qui permet, à travers l'ensemble des thématiques du chapitre 2, d'aller interroger les professionnels de la structure qui sont concernés et impliqués dans la mise en œuvre de cette thématique, puis les membres de la gouvernance pour voir s'il y avait des écarts ou s'il y a besoin d'éléments complémentaires. Pour le chapitre 3, c'est la méthode de l'audit système qui va être mise en œuvre, à savoir que l'évaluateur là, va dans un premier temps s'entretenir avec les membres de la gouvernance, le directeur, voilà, les membres de la gouvernance, pour bien comprendre quelle est l'organisation, quelle est la stratégie mise en œuvre, pour pouvoir ensuite voir auprès des professionnels si c'est bien ce qui s'applique jusque sur le terrain et qui va se déployer sur le terrain. Donc, l'enjeu dans chacune de ces méthodes est bien de croiser les regards sur l'évaluation et la qualité produite dans une structure qui permet aussi de situer les éventuels axes de progrès à définir en sortie d'évaluation. Comme vous avez pu le constater et le comprendre, chacune de ces méthodes va se traduire par 3 grands moyens classiques que vous aviez certainement déjà connus dans le précédent dispositif, à savoir des entretiens avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, avec la gouvernance, avec les membres du conseil de la vie sociale, le cas échéant, de l'observation au sein de la structure, de l'organisation, du fonctionnement, de l'affichage par exemple, et de la consultation documentaire, puisque vous mettrez à disposition des évaluateurs l'ensemble des éléments de preuve qui peuvent venir en appui des éléments produits lors des entretiens. Alors, petit focus pour ceux qui sont concernés, puisqu'il a été prévu également un entretien avec les membres représentant les personnes accueillies et les familles au Conseil de la vie sociale. Donc, pour toutes les structures qui sont soumises à l'obligation de créer un Conseil de la vie sociale, il y a cet entretien qui est prévu autour de 10 critères. Ces 10 critères émanent des chapitres 1 et 3 et vont être directement pris en compte et traités avec les membres représentant les personnes accueillies et les familles au Conseil de la vie sociale. L'objectif étant bien d'apprécier l'implication du Conseil de la vie sociale dans la vie de la structure, que ce soit en termes de développement de la qualité, de promotion de l'expression et de la participation des personnes. Voilà, avoir ce regard sur l'implication du Conseil de la vie sociale dans la vie de l'établissement ou du service. Alors, pour pouvoir coter l'ensemble de ces éléments, puisqu'à partir de tous les éléments recueillis lors des entretiens, lors de la consultation documentaire, lors des observations, l'évaluateur va pouvoir coter les éléments d'évaluation du référentiel. Et pour ça, on a adopté un système de cotation à 5 niveaux, 1 étant le plus faible et l'étoile étant le niveau le plus élevé, qui permet de valoriser une pratique, une organisation particulièrement optimisée qu'on va vouloir faire ressortir dans le cadre du rapport d'évaluation. Donc voilà, ces éléments-là, l'ensemble des éléments d'évaluation seront cotés par les évaluateurs lors de la visite d'évaluation et permettront d'identifier les axes de progrès comme les axes forts d'une structure. Et je te laisse la parole. Je vais reprendre là sur la procédure d'évaluation. On va vous faire cette présentation de nouveau à 2 voix. Je commencerai par dire quelques mots sur l'outil d'évaluation. Et puis ensuite, Sandra, on ne s'attendra pas sur le rythme et le calendrier puisque la DGCS est là, mais Sandra parlera de la temporalité de la visite d'évaluation et puis je terminerai sur la publication et la diffusion des résultats. Donc, vous le savez, la loi aujourd'hui rend obligatoire l'évaluation 1 fois tous les 5 ans par un tiers externe. Il n'y a plus, comme précédemment, d'obligation de transmission d'un rapport d'évaluation interne à son autorité. L'auto-évaluation, on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Elle reste une démarche volontaire, mais on ne peut évidemment que vous encourager à réaliser cette auto-évaluation. Pourquoi ? Eh bien, pour vous inscrire dans cette dynamique d'amélioration continue de la qualité.
pour pouvoir impulser autour de ce sujet une démarche qui soit à la fois collective et participative avec l'ensemble des professionnels, mais aussi, et vous l'aurez compris, avec ce qu'on vient de vous présenter, avec un engagement des personnes accompagnées. Et puis, ça va vous permettre enfin, à l'ensemble des professionnels, de s'approprier les exigences attendues et de pouvoir être, je dirais, mieux équipés dans le dialogue avec l'évaluateur quand il va venir dans votre structure. Et puis, comme on est bien dans cette dynamique d'amélioration continue de la qualité, à l'aune finalement de cette auto-évaluation que vous allez produire, vous allez pouvoir définir des actions d'amélioration de la qualité et commencer à nourrir votre plan qualité. Et ce sont ces éléments-là que vous allez pouvoir valoriser à ce moment-là lors de la visite d'évaluation. L'objectif 3.10, qui impose que l'établissement ou la structure définisse et déploie sa démarche d'amélioration de la qualité et la gestion des risques, eh bien, vous pourrez l'atteindre, vous pourrez démontrer que vous avez atteint les exigences recherchées dans cet objectif parce que vous aurez fait cette auto-évaluation, parce que vous aurez d'ores et déjà défini des actions d'amélioration et que vous aurez mises en œuvre, mais évidemment, vous pourrez à cette occasion valoriser toute autre action spécifique que vous avez déjà engagée en lien avec l'activité de votre structure. Alors, je pense que c'est moins vrai dans votre secteur, mais on a dans d'autres secteurs des démarches de certification ou de labellisation qui existent et qui sont évidemment complémentaires à la démarche d'auto-évaluation, l'ensemble visant évidemment à élever le niveau de qualité, ce qui est quand même la finalité attendue. Donc, on va peut-être passer. Alors, effectivement, le calendrier va vous être présenté par la DGCS. Donc, à partir du moment où vous connaîtrez la date à laquelle vous allez devoir réaliser votre évaluation, vous allez pouvoir choisir l'organisme qui va venir réaliser l'évaluation dans votre structure, organisme qui doit figurer sur la liste publiée par la Haute Autorité de Santé. Donc, cette liste, elle est mise à jour régulièrement. Donc, attention à ne pas l'extraire un jour donné et y revenir 6 mois plus tard. L'enjeu étant toujours de bien vérifier sur la liste qui figure sur le site de l'HS que l'organisme que vous voulez faire intervenir dans votre structure figure toujours sur cette liste et est toujours autorisé à venir réaliser des évaluations. Donc, à partir du moment où vous aurez choisi cet organisme, vous allez pouvoir organiser avec lui le planning détaillé de cette visite qui doit se dérouler globalement autour de ces 6 grandes étapes, à savoir le lancement dans la structure avec la réunion d'ouverture, la visite de la structure par l'organisme, puisqu'il faut bien qu'ils comprennent dans quel environnement évoluent les professionnels comme les personnes accompagnées. Il faut identifier toutes les séquences liées à l'évaluation, donc toutes les séquences d'entretien à réaliser pour permettre à l'évaluateur de passer en revue l'ensemble des critères du référentiel. Évidemment, ces intervenants vont réaliser des synthèses entre eux avant de pouvoir vous faire un débriefing aux membres de la gouvernance déjà et faire un bilan de fin de visite pour pouvoir ensuite vous présenter le rapport d'évaluation. Alors, ce rapport d'évaluation, il y a des choses qui ne changent pas et puis il y a des nouveautés. Alors, ce qui ne change pas, c'est que vous devez toujours le transmettre à l'autorité dont vous dépendez. Je vous rappelle, ça rentre toujours dans le cadre du renouvellement d'autorisation et ça a vocation à nourrir le dialogue de gestion. La nouveauté, c'est qu'il va être également transmis à la Haute Autorité de Santé. Et pour nous, ça présente 2 intérêts. Le premier, c'est de pouvoir contrôler le travail des évaluateurs. Jusque-là, pour nous, on avançait complètement en aveugle puisqu'on n'avait pas d'accès au rapport d'évaluation et donc pas d'accès à la qualité du travail réalisé par ces évaluateurs. Et dans la mesure où on leur impose maintenant le référentiel, les méthodes, le rapport de visite, on doit pouvoir vérifier qu'ils ont compris et mettre en œuvre le cadre qui leur est imposé. Deuxième intérêt, c'est de pouvoir suivre le niveau de qualité globalement dans l'ensemble du secteur social et médico-social, de pouvoir notamment repérer s'il y a des critères, des objectifs sur lesquels tout ou partie du secteur semble être en difficulté et cela nous conduirait dans ce cas-là à inscrire au programme de travail de la HAS des travaux de recommandation, du guide, d'outils pour venir en appui aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Donc, transmission aux autorités, transmission à la Haute Autorité de Santé, et puis ensuite un enjeu de diffusion. Évidemment, de diffusion en interne, on est toujours sur la dynamique de participation de l'ensemble des acteurs, professionnels et personnes accompagnées. Et puis, nouveauté, publication, selon des modalités qui restent encore à définir. On attend un décret qui fixera les modalités de publication. Ce rapport d'évaluation, évidemment, c'est à un moment donné, c'est une fois tous les 5 ans, c'est un temps T. Vous allez en déduire des axes de progrès, mettre en place des actions d'amélioration continue pour répondre à ces axes de progrès et vous allez devoir suivre de manière régulière votre plan d'action et là-dessus, vous allez pouvoir en rendre compte comme dans le modèle antérieur à vos autorités, notamment dans le cadre du rapport d'activité annuel. Donc l'évaluation, le rapport d'évaluation, c'est une fois tous les 5 ans et puis ensuite, vous avez cette dynamique continue qui s'inscrit dans le cadre du rapport d'activité. Alors, on a fini cette partie, on va terminer sur le cahier des charges pour les organismes chargés de l'évaluation des établissements et services. En termes d'orientation stratégique, il y a un décret qui a été publié le 28 avril 2022 et qui dorénavant rend obligatoire l'accréditation selon la norme 17020, accréditation par le COFRAC pour les organismes qui vont être en charge de ces évaluations. Cette accréditation, elle se fait également sur la base d'un cahier des charges dont la HAS a la mission et qui porte un certain nombre d'exigences qui sont spécifiques et complémentaires à la norme d'accréditation. Et donc, nous avons construit ce cahier des charges selon la même structuration de la norme d'accréditation pour en faciliter la lecture, de manière en s'assurant qu'il n'y ait pas de redondance et qu'elle soit bien complémentaire à la norme d'accréditation. Et ce cahier des charges a été validé par le collège le 12 mai 2022 et publié dans la foulée. L'idée de ce cahier des charges et l'idée de toute la procédure d'accréditation d'ailleurs, c'était de répondre finalement aux critiques qui avaient été formalisées dans le rapport de l'IGAS de 2017 et qui montraient qu'on avait une énorme hétérogénéité parmi les évaluateurs, qui avaient des expériences très diverses de la part des structures sociales et médico-sociales dans leur relation avec ces mêmes évaluateurs et qui avaient des questionnements. Alors, difficile de pouvoir quantifier de manière très claire, mais de manière très régulière, on nous remontait à la fois des expériences d'évaluateurs qui n'étaient pas compétents ou de questions autour de liens d'intérêt et de non-indépendance des évaluateurs vis-à-vis des structures évaluées. Et donc, c'est bien autour de ce constat-là qu'on a cherché d'abord à garantir une intervention indépendante des organismes, et cette démarche d'accréditation y répond. On a également posé un certain nombre d'exigences en termes de professionnalisation et de compétences des organismes et de leurs intervenants. On a également imposé un niveau d'activité minimale des organismes. On ne fait bien que ce qu'on fait régulièrement et c'est bien l'enjeu. On avait, quand l'habilitation a cessé de fonctionner, on avait près de 1000 organismes qui étaient encore habilités. La moitié d'entre eux n'avaient jamais fait de visite, d'évaluation. Donc, on avait un faux vivier de personnes qui ne s'étaient absolument pas investies dans la démarche. Aujourd'hui, on exige cet investissement vis-à-vis de ces organismes. Évidemment, on leur impose d'utiliser le référentiel, les méthodes et puis le rapport d'évaluation. Et enfin, nous allons avoir la possibilité d'effectuer des contrôles renforcés de l'activité de ces organismes. Nous, HAS, sur la base des rapports d'évaluation qui vont nous revenir, et puis le COFRAC qui va également observer des visites et s'assurer que les organismes respectent bien le cahier des charges qui leur a été posé. Enfin, ils ont une obligation de s'inscrire et de mettre à jour systématiquement leur statut vis-à-vis de la Haute Autorité de Santé et notamment sur la plateforme SINAE. Donc, dès qu'ils reçoivent leur courrier de recevabilité ou leur attestation d'accréditation, ils le déposent sur la plateforme. C'est ce dont vous parlez tout à l'heure, Sandra, et donc c'est
il y a une mise à jour quotidienne automatique de la liste des organismes qui sont accrédités. Et donc, on vous invite évidemment à aller toujours consulter la dernière liste. Donc, cette liste, elle est publiée, mise à jour, ce qui signifie évidemment aujourd'hui, on est plutôt dans une montée en charge. Donc, l'intérêt d'aller chercher la dernière liste, c'est d'avoir à chaque fois l'intégralité des organismes et ça augmente régulièrement. Mais d'ici 6 mois, on commencera à avoir des organismes qui vont perdre leur accréditation et donc il est indispensable de vous assurer que l'organisme avec lequel vous allez contractualiser bénéficie bien de cette accréditation. Voilà, hop, je m'arrête là, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour les éléments qu'on souhaitait vous partager. Et évidemment, nous répondrons. Merci beaucoup à Madame Grimaldi et Madame Gadi pour cette présentation. On a reçu pas mal de questions, on les a bien notées. Il y aura un temps de questions-réponses globales pour la HAS et pour la DGCS suite à la présentation de la DGCS. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, comme ça on essaiera de regrouper aussi les questions par thématique. Maintenant, on va laisser la parole à Madame Nguyen de la DGCS. Vous pouvez normalement demander le contrôle pour pouvoir prendre le relais sur la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, nous allons faire une présentation à la fois sur la programmation des échéances de transmission des rapports d'évaluation par les autorités compétentes à deux voix et présenter également dans ce sujet dans le cadre un peu plus global du nouveau cadre juridique qui s'impose maintenant aux évaluations avec la réforme du dispositif. Et cette présentation, nous allons la faire à deux voix avec Priscille, qui a la main normalement. Oui. Voilà, donc pour le sommaire des points que nous allons aborder avec vous, c'est on va essayer d'être relativement exhaustive tout en étant précis sur certains points qui nous semblent les plus importants à retenir. Donc tout d'abord, je vais commencer avec le rappel du nouveau cadre juridique applicable. Donc comme vous le savez, la réforme a été inscrite dans l'article 75 de la loi OTSS en confiant à la Haute Autorité de Santé l'élaboration d'un référentiel d'évaluation nationale. Et la HAS a publié sur son site internet le 10 mars 2022 ce nouveau référentiel d'évaluation qui marque l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'évaluation. Après la loi, un certain nombre de décrets ont été pris, notamment 2 décrets relatifs au rythme des évaluations de la qualité des ESMS, un décret de novembre 2021 et un décret modificatif d'avril 2022 qui pose plusieurs principes. Tout d'abord, le principe de la programmation des échéances de transmission des résultats d'évaluation par les autorités de tutelle chargées des autorisations. Donc, ce n'est plus désormais la date de début d'autorisation qui définit ces échéances, mais vraiment la programmation par les autorités. Ensuite, on passe maintenant à un rythme quinquennal des évaluations au cours de la période d'autorisation de 15 ans. Et en ce qui concerne les éléments qui sont pris en compte par les autorités compétentes pour le renouvellement de l'autorisation, ce n'est plus la dernière évaluation externe, ce sont les résultats de l'ensemble des évaluations réalisées et transmises à compter de la date d'autorisation et la 13e année d'autorisation. Donc, au cours des 13 premières années d'autorisation, pour faire simple. Et ces 2 décrets prévoient également des dispositions transitoires pour le redémarrage des évaluations. On entrera plus dans le détail tout à l'heure. Et un dernier décret a été pris, et la HAS vient d'en parler, relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des ESMS. Et ce décret pose le principe assez fondamental maintenant que les évaluations des ESMS sont réalisées par des organismes accrédités par le COFRAC. Il y a un sujet qui viendra ultérieurement, qui fera l'objet de travaux qui seront lancés en début d'année prochaine sur les modalités de publication des rapports des résultats d'évaluation
ça fera effectivement donc l'objet d'un décret et on aura sûrement l'occasion d'en reparler avec vous à ce moment-là pour préciser un peu plus les choses. Très bien, merci. Donc, suite à ce cadrage théorique par le biais des différents textes qui ont pu être pris, on souhaitait vous présenter les conséquences très concrètes de l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Bon, très rapidement, parce que voilà, l'essentiel a déjà été présenté plus tôt dans la matinée par la Haute Autorité de Santé. Mais voilà, rappel rapide. Donc, le cahier des charges de l'évaluation externe, donc, qui reposait sur l'annexe 3.10 du CASF, est donc bien abrogé depuis la publication du référentiel présenté par la HAS plus tôt ce matin. On a donc ainsi en conséquence directe le fait que les rapports d'évaluation réalisés sur la base de cette annexe 3.10 du CASF et les rapports de certification transmis après le 10 mars 2022, date de publication du nouveau référentiel de la HAS, ne sont plus valables. Petite note toutefois, les certifications existent toujours, en fait, elles sont toujours prévues dans la loi, mais elles donnent plus droit à une équivalence avec l'évaluation externe pour les certifications. En effet, ces dernières bénéficiaient d'une reconnaissance d'équivalence avec cette annexe 3.10 et leur référentiel. Or, l'annexe 3.10, comme dit à l'instant, a donc bien été abrogée. Comme l'indiquait la HAS un peu plus tôt, il n'y a donc plus d'évaluation externe ni interne, et on a des évaluations réalisées sur la base de ce nouveau référentiel. Et ensuite, un rappel assez général sur la notion d'auto-évaluation, non obligatoire, mais qui contribue toutefois à une démarche d'amélioration continue de la qualité, mais qui a été présentée plus tôt par la Haute Autorité de Santé. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors maintenant, un focus sur la programmation par les autorités de tutelle, surtout pour vous indiquer les objectifs qui sont suivis, qui sont recherchés avec cette programmation. L'idée maintenant, c'est de ne plus avoir des dates de réalisation strictes, fixées de manière très rigide par la date d'autorisation de la structure. On entre dans une logique de programmation qui est plus souple afin tout d'abord donc de lisser l'ensemble des échéances de transmission des rapports d'évaluation des ESMS sur le territoire sur les 5 années de programmation. Ça, c'est un point qui est très important, ce lissage sur les 5 ans de toutes les échéances de rendu de rapports d'évaluation, pour éviter justement les périodes d'engorgement qui étaient difficiles à gérer tant pour les autorités compétentes que pour les structures, puisque ça ne permettait pas la mise en place d'un dialogue entre les autorités et les structures. Dans le cadre de ce lissage des échéances de transmission, il y a la possibilité, et nous recommandons en fait cela, de faire un lissage par trimestre ou semestre civil, un lissage également par année civile est possible, mais dans la mesure où ce lissage pourrait aboutir à un risque de concentration des rendus d'évaluation en fin d'année, nous avons plutôt tendance à la déconseiller. Le deuxième objectif qui est visé par la programmation, c'est la meilleure articulation entre les évaluations et les CPOM. Alors, il y a 2 axes dans cette articulation. Il y a tout d'abord la prise en compte des dates d'évaluation lorsqu'elles sont précisées dans les CPOM, dans la programmation qui est arrêtée par les tutelles, c'est-à-dire qu'on va prendre la date d'évaluation prévue dans le CPOM et on va à peu près il faudrait prévoir à peu près 6 mois de délai pour tenir compte de la réalisation de cette évaluation, pour programmer une date de rendu d'évaluation qui soit cohérente avec cette date. Le deuxième aspect de cette articulation, c'est de façon vraiment très pratique et efficiente, c'est la recherche d'une transmission des résultats d'évaluation en amont des travaux et des négociations relatives au CPOM, pour pouvoir utiliser et capitaliser sur les enseignements apportés par les évaluations afin d'enrichir le CPOM. Et le troisième objectif donc, qui est visé par la programmation, c'est la gestion
de la situation des gestionnaires qui gèrent plusieurs établissements. Ce que nous recommandons dans ce cas de figure, c'est d'articuler les calendriers de transmission des rapports d'évaluation, tout simplement parce que le fait de les regrouper, ça permet une économie d'échelle et d'avoir un coût un peu moins important. Il y a quand même deux réserves qui sont, d'une part, qu'il faut que cette articulation soit possible pour les autorités, parce que parfois, il y a quand même des dates qui sont tellement différentes avec justement des autorités qui peuvent peut-être pas envisager cette articulation, en cas notamment d'autorisation conjointe. Donc ça, c'est la première réserve. Et la deuxième réserve, c'est que cette articulation, il faut également qu'elle soit souhaitée par le gestionnaire, parce que bien sûr, il y a un gain à regrouper toutes les évaluations, mais parfois, dans certaines situations, pour des problématiques notamment organisationnelles, le gestionnaire peut souhaiter étaler les évaluations en fonction de ces différents ESMS. Donc, il est important d'instaurer un dialogue entre l'autorité et le gestionnaire de ces différents établissements pour vérifier que cette articulation est bien souhaitée. Donc, suite à des éléments généraux et qui concernent le rythme de croisière, et la première programmation et les rythmes de croisière de la mise en œuvre de cette nouvelle démarche évaluative et plus particulièrement du calendrier, on avait vraiment le souhait de faire un petit focus sur la première programmation par les autorités de tutelle des dates de transmission par les ESSMS de leurs résultats d'évaluation. C'est vrai que c'est un dispositif nouveau qui est donc en pleine montée en charge. Et donc, comme tout nouveau dispositif, comme toute nouvelle démarche, il y a forcément un petit temps de calage, notamment lié au fait qu'il a été conseillé, il est conseillé lors de la réalisation, lors de la construction de la programmation, de cette première programmation qui court du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, donc de prioriser certaines situations, parce que vous le savez mieux que moi encore, même si ce nouveau dispositif s'applique à tous les ESSMS autorisés, chaque situation est très différente, et donc en termes de situation, il y en a certaines qui nécessitaient de pouvoir être intégrées de façon peut-être un peu plus rapide que les autres, donc dans plutôt les premières années de la programmation quinquennale que d'autres. Donc parmi celles-ci, alors c'est vraiment des exemples à titre indicatif. Parmi celles-ci, on peut citer l'articulation avec les CEPOM, donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce que Geneviève l'a expliqué il y a quelques instants de façon très complète. Il y a aussi les ESSMS dont les autorisations arrivent prochainement à échéance. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un rapport d'évaluation récent et pertinent et cohérent vis-à-vis de la réalité de terrain, de la vie de l'établissement tel qu'il est aujourd'hui, pour que ces éléments qualitatifs soient pris en compte dans le cadre du prochain renouvellement d'autorisation. Également, les ESSMS qui ont été renouvelés par tacite reconduction, notamment durant la période de moratoire sans transmission de rapport d'évaluation, etc. Dans le même sens, ceux qui n'ont pas eu d'échange avec leurs autorités depuis un moment, etc. Donc, l'objectif aussi ici, c'est de pouvoir prendre en compte les situations spécifiques à chaque territoire et à chaque établissement ou service, constatées par les autorités en charge de l'autorisation ou constatées par les établissements eux-mêmes, toujours dans un objectif de dialogue constructif avec les autorités. Et sachant qu'on le rappelle donc en fin de slide, tout cela ne doit non seulement pas être un obstacle au lissage de l'activité d'évaluation sur les 5 années de programmation, mais même être des outils à son service. Alors maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, les décrets relatifs au rythme des évaluations précisaient des dispositions transitoires concernant les premiers ESMS concernés par la mise en œuvre des nouvelles évaluations. Donc, ces premiers ESMS, ce sont tous ceux qui ont été autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre
2009 et qui n'ont pas transmis de rapport d'évaluation ou de certification pour le renouvellement de leur autorisation qui devrait intervenir en 2023 ou 2024. Donc, pour ces ESMS, ils ont l'obligation, en application de ces décrets, de procéder à une évaluation sur la base du référentiel de la HAS par un organisme accrédité et de transmettre un rapport d'évaluation aux autorités de tutelle au cours du premier semestre 2023. Donc, pour faciliter cependant la bonne mise en œuvre de cette obligation, ce que nous avons demandé aux autorités, c'est qu'elles envoient aux ESMS concernés un courrier simple pour leur rappeler cette obligation. Donc, cette obligation donc, concerne également tous les ESMS qui bénéficiaient antérieurement d'une certification, puisqu'il n'y a plus de reconnaissance d'équivalence maintenant. Et dans ce contexte de déploiement du nouveau dispositif d'évaluation, ce que nous avons également demandé aux autorités compétentes, c'est pour ces premiers ESMS qui doivent se confronter aux nouvelles évaluations, d'avoir vraiment une attitude de bienveillance à leur égard si jamais ces ESMS avaient des difficultés pour rendre leurs rapports dans les délais impartis. Très bien. Donc, nous souhaitions ensuite, dans une partie très concrète, très opérationnelle, vous présenter des exemples en fonction des dates d'autorisation, notamment des ESSMS, et surtout à partir des dates à laquelle ils auraient dû rendre leur rapport d'évaluation. Parce que, comme indiqué plus tôt, il y a une distanciation très forte qui a été réalisée entre la remise en termes de date, entre la date d'autorisation, la date de renouvellement d'autorisation et celle de transmission des évaluations. Il y a une véritable déconnexion qui a été faite par rapport à un ancien régime calendaire, on peut dire, extrêmement rigide. Toutefois, pour certaines situations, c'est quand même important de s'y référer, notamment pour ceux qui étaient concernés, on va en parler, par le moratoire. Donc, la première situation juridique que nous souhaitions vous présenter, c'est celle des ESSMS autorisés qui auraient dû rendre des rapports d'évaluation en 2020 et 2021, mais qui n'ont pas pu le faire, dans la mesure où ils étaient ou qui ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient concernés par les moratoires. Ainsi, en l'absence d'injonction prévue à l'article 313.5 du CASF, les autorisations de ces ESSMS, dans cette situation particulière, ont été renouvelées par tacite reconduction. Voilà. Donc, pour ces situations, on est vraiment dans un double objectif de sécurité juridique et de lisibilité, tant pour les autorités que pour les ESSMS concernés. C'est en ce sens qu'il a été invité vis-à-vis des... Enfin, voilà, les autorités ont été donc invitées à délivrer à ces établissements et services des arrêtés d'autorisation actualisés. En effet, il est possible pour les autorités de prendre en 2022 un arrêté relatif au renouvellement d'une autorisation qui a eu lieu de façon tacite en 2020, par exemple. Et en fait, on ne va pas parler d'un arrêté rétroactif dans cette hypothèse, mais on va plutôt parler d'un arrêté qui prend acte de la reconduction tacite qui a eu lieu, en l'occurrence, là dans l'exemple, en 2020. Le seul petit point de vigilance, bon voilà, c'est peut-être quelque chose qui concerne un peu plus les autorités, mais c'est tout de même intéressant, c'est qu'il est important de mentionner dans les visas ce fameux article L313.5 du CASF, qui est donc la base légale prévoyant le principe tout simplement du renouvellement par tacite reconduction des autorisations. Ensuite, la deuxième situation que nous souhaitions vous présenter, c'est celle d'un ESSMS autorisé en 2008 et qui devait rendre un rapport d'évaluation en 2021. Mais pour lui, il a été aussi concerné par le moratoire. Et ici aussi, cette fois-ci, s'il n'y a pas eu d'injonction par les autorités de tutelle, on est toujours sur une reconduction des évaluations.
et avec des résultats qui seront à transmettre aux autorités du tutelle entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Donc, en fait, c'est un établissement qui est dans la situation qui a été exposée un peu plus tôt par Geneviève. Si on avance un petit peu dans le calendrier, un petit exemple rapide pour la situation d'un ESSMS autorisé en 2009 et qui devait rendre un rapport d'évaluation en 2022, par exemple. Là, on n'est pas en situation de moratoire, donc il n'y a pas de renouvellement d'autorisation par tacite reconduction. En effet, le délai d'injonction n'est pas encore dépassé. Et donc, quant à lui, ces résultats seront à transmettre aux autorités au cours du premier semestre 2023. Enfin, on a là une situation qui est un peu la situation en rythme de croisière, avec un ESSMS autorisé en 2010, dont le renouvellement de l'autorisation est prévu en 2025, donc 15 ans plus tard. Petite parenthèse pour préciser, si ce n'a pas été dit, que le dispositif des évaluations ne remet pas en cause le droit des autorisations, et notamment le délai, la durée de 15 ans. Alors, donc, on est bien dans un ESSMS en l'occurrence autorisé en 2010, dont le renouvellement est prévu en 2025, et dont la date de transmission des résultats d'évaluation aux autorités sera donc fixée dans le cadre de la programmation prévue par arrêté, sans forcément être priorisé s'il ne répond pas aux critères qui ont été indiqués de façon tout à fait indicative un peu plus tôt. C'est vraiment le rythme de croisière de cette ESSMS autorisée en 2010. Donc, pour revenir sur les conséquences du rythme quinquennal sur le renouvellement de l'autorisation, ce qu'il faut repréciser, c'est, comme Priscille vient de le dire, que ce nouveau rythme quinquennal ne remet pas en cause la durée de l'autorisation, qui reste bien de 15 ans, conformément au Code de l'action sociale et des familles. Et par ailleurs, comme je vous l'indiquais un peu plus tôt, pour le renouvellement de l'autorisation, désormais, ce sont les résultats de l'ensemble des évaluations qui sont transmis au cours des 13 premières années d'autorisation. Et on va vous présenter en fait un cas de figure pour bien illustrer exactement la manière dont ça pourrait se passer, pour illustrer un peu le propos. Priscille, est-ce que tu pourrais passer à la slide suivante, s'il te plaît? Hop, voilà. Alors, ce cas de figure, c'est celui d'un ECMS qui serait autorisé au 1er avril 2026 et pour lequel les autorités de tutelle décideraient d'une transmission d'évaluation en 2028, pour la première transmission d'évaluation, de rapport d'évaluation, pardon. Donc, dans ce cas de figure, donc, autorisation qui date de 2026, ça signifie que son autorisation viendra à échéance en 2041. Et les 13 premières années d'autorisation arriveront donc à la fin de 2038. Donc, dans ce cas de figure, avec une première transmission de rapport d'évaluation en 2028, la deuxième transmission interviendra 5 ans après, donc en 2033, et une troisième transmission interviendra en 2038, 5 ans plus tard. Donc, très concrètement, au cours des 13 premières années d'autorisation, ce sont 3 rapports d'évaluation qui seront pris en compte par les autorités pour le renouvellement de l'autorisation de cette structure. Donc, le deuxième cas de figure, c'est toujours un autre ESSMS autorisé le 1er avril 2026. Et là, les autorités compétentes décident de programmer sa première échéance de rendu d'évaluation en 2030. Si, par exemple, il estime qu'il lui fallait 4 ans pour vraiment pleinement déployer son activité pour rendre une évaluation pertinente. Donc, dans ce cas de figure, donc, la première évaluation va être rendue en 2030, la seconde en 2035 et une troisième 5 ans après en 2040. Là, vous voyez qu'il n'y aura que 2 rapports d'évaluation qui seront transmis au cours des 13 premières années d'autorisation, et ce ne seront donc que 2 rapports d'évaluation qui seront considérés par les autorités compétentes pour déterminer du renouvellement ou non de l'autorisation. Ces 2 exemples, en fait, ils permettent de voir que la programmation va permettre vraiment
dès lors qu'en rythme de croisière, elle permettra la transmission de 2 ou 3 rapports d'évaluation, elle va permettre un lissage sur toute la période de l'autorisation, enfin en tout cas sur la période au moins de 15 ans qui est prévu, de 5 ans qui est prévu, pardon, un lissage des transmissions de rapports d'évaluation pour que il y ait à la fois une souplesse dans l'organisation de ces transmissions et qu'il y ait vraiment l'occasion pour les autorités et les ESMS d'instaurer un dialogue à l'occasion de ces transmissions d'évaluation et d'enrichir en fait leurs échanges comme cela. Donc, c'était le petit cas pratique qu'on voulait vous présenter avant de laisser la place à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Mesdames Nguyen et Laurent. Donc, on a reçu un certain nombre de questions et ce qu'on vous propose, c'est peut-être de commencer par un temps de questions plutôt sur le référentiel. On a eu pas mal de retours à la fois aujourd'hui dans le chat et par ailleurs dans les semaines qui précèdent de questions sur Sinae. Peut-être une première question pour vous, Mesdames Grimaldi et Gabi, c'est concernant Sinae, si les gestionnaires ont des difficultés d'utilisation de Sinae, d'inscription, d'accès à leur compte, de téléchargement des référentiels, etc. Est-ce qu'il y a un service utilisateur à qui ils peuvent s'adresser s'ils ont des difficultés d'utilisation de Sinae? Question très pratique pour commencer. Oui, donc réponse très pratique. En effet, et je pense que certains ont déjà commencé à l'utiliser, puisqu'on a déjà eu des messages. Il y a un service support qui est derrière Sinae. Et effectivement, quand vous commencez à créer votre compte ou créer vos droits dans Sinae, si vous êtes bloqué ou si vous n'arrivez pas à avancer, vous avez le service support que vous pouvez contacter directement et on traite tous les messages qui arrivent et on débloque des situations où on réoriente vers le support pour pouvoir éventuellement trouver la solution si c'était un problème majeur. Mais en tout cas, en général, soit on renvoie vers le guide qui permet de bien comprendre l'étape qui a été loupée et qui fait que la personne est bloquée, ou alors, si la situation est plus complexe, c'est nous qui débloquons la personne en direct. Et donc, il y a vraiment une équipe derrière le service support que vous trouvez directement dans l'application. Merci beaucoup, Madame Grimaldi. Peut-être si vous pouvez mettre l'adresse mail du service support, s'il y a un contact qui peut être… Oui, mais c'est directement quand vous êtes dans l'application. En fait, quand vous êtes soit dans MPH, soit dans Sinae, en cliquant sur le bouton support, vous avez accès au service. Donc, il ne faut pas sortir, ne sortez pas de l'application pour nous envoyer un mail à part. C'est directement depuis l'application que vous allez pouvoir le faire. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Romain, qui avait d'autres questions sur Sinae. Oui, on a une question qui revient souvent, à laquelle vous aviez répondu au comité de concertation, mais c'est bien que vous nous le redisiez. Au niveau des évolutions de Sinae, pour savoir s'il y avait une possibilité de gérer pour une même association plusieurs établissements via la plateforme Sinae pour faire du coup une évaluation multi-établissement. Oui, tout à fait. Alors, à partir du moment, le lien, c'est le numéro FINES, puisque à partir du moment où plusieurs FINES géographiques sont rattachés au même FINES juridique, donc à l'organisme gestionnaire, l'organisme gestionnaire va pouvoir gérer l'ensemble des évaluations des structures qui lui sont rattachées. Donc, à partir du moment où vous allez créer un compte à partir d'un ESSMS, donc d'une structure à évaluer, vous allez pouvoir retrouver toutes les structures qui sont rattachées au même FINES juridique pour pouvoir effectivement avoir accès à toutes les structures qui sont gérées par le même organisme gestionnaire. Je me permets de réagir en direct. Concernant le numéro FINES, on a pas mal de retours d'établissements qui nous expliquent qu'ils ont été mal classifiés, en fait, qu'ils n'ont pas le bon numéro FINES et que du coup, ils n'ont pas forcément les bons critères qui s'appliquent. Par exemple, les critères AHI, DNA pour un établissement de l'AHI et DNA, et il y a des critères plutôt du médico-social qui vont s'appliquer. Que faire dans ce cas-là? Je crois qu'il y a d'autres questions sur le chat sur
des difficultés liées aussi au numéro finesse, numéro SIRET. Oui, alors on a déjà pu répondre à certaines structures qui nous ont écrit dans ce sens, qui n'avaient pas le bon numéro finesse, la bonne catégorie finesse. Donc ça, on les renvoie. Nous, on n'a pas du tout la main sur finesse, donc on les renvoie vers leur autorité, puisque c'est en lien direct avec leur arrêté. Et nous ne pouvons pas modifier la classification finesse, la catégorie finesse associée à une structure, ce qui est normal. Hein, c'est pas, la HAS n'a pas la main sur la compétence sur ce domaine-là. Donc c'est bien à revoir avec l'autorité qui va pouvoir modifier éventuellement la catégorie de rattachement. On a peu de situations comme ça qui nous sont remontées pour l'instant, mais si jamais ça devait se produire, alerter l'autorité qui… C'est étonnant quand même hein, que ça se retrouve, puisque normalement la catégorie finesse correspond bien à l'activité de la structure, mais si ça devait se produire, nous ne pouvons pas modifier la base finesse. C'est bien… c'est de la compétence des autorités, effectivement. Merci pour cet éclairage. Pierre-Marc, oui, plusieurs questions, effectivement, également sur la question de la critérisation et notamment sur les critères impératifs. Si, effectivement, l'évaluateur considère qu'il y a un critère sur lequel on considère que c'est non conforme, quel est le délai de réponse et comment corriger, évidemment, la situation? Merci. Alors, je me permets juste de revenir un petit peu sur les termes. Ce n'est pas conforme ou non conforme, c'est qu'il n'est pas totalement satisfait. Et donc, ça veut dire que le critère doit être coté à 4 ou à étoile. En dessous, il va devoir y avoir un plan d'action spécifique, priorisé. Alors, on ne peut pas donner de délai. Ce qui est important, c'est qu'un plan d'action priorisé soit immédiatement mis en place, réfléchi, proposé à l'autorité au moment où on envoie le rapport d'évaluation. Mais après, en fonction de la lourdeur des actions à mener et du niveau auquel se situe la structure, ça va être plus ou moins long et ça va nécessiter plus ou moins d'actions au niveau de l'établissement. L'essentiel, c'est que toutes les actions soient identifiées, toutes les actions soient priorisées et mises dans un calendrier de travail et que le suivi soit fait et régulier et que la situation puisse être corrigée, étant entendu que l'autorité peut également demander des actions complémentaires ou la révision du calendrier si elle considère que l'échéance est trop lointaine. Mais il n'y aura pas une seule réponse parce qu'il n'y aura pas un seul type de situation qui va émaner de ces critères impératifs. Merci pour ces réponses. On va rester du coup sur une question de temps, notamment la temporalité moyenne d'une évaluation, savoir le volume d'heures nécessaires pour une évaluation, notamment par rapport à la taille des établissements, parce que du coup, nous, on représente, en tout cas à l'UNAGE, des fois les jeunes travailleurs qui ont des tailles assez différentes les uns des autres, où on peut avoir 15 logements comme on peut avoir 250 logements par établissement. Voilà, donc on voulait savoir s'il y avait un document cadre ou une durée maximum en fait pour ces évaluations. Non, en fait, on a uniquement encadré la taille de l'équipe d'évaluateurs. Les évaluateurs doivent être minimum 2 pour la visite d'évaluation. Sur la durée, comme on a des structures très différentes dans le secteur, comme vous le dites vous-même, il n'a pas été possible d'identifier des durées minimales, maximales. Tout dépend du nombre d'évaluateurs, du nombre de séquences à organiser, puisque l'enjeu, c'est de pouvoir passer en revue l'ensemble des critères du référentiel et d'identifier les différentes séquences d'entretien à organiser. Et il se trouve que dans certaines structures, certaines séquences vont pouvoir être rassemblées puisque les professionnels à rencontrer, par exemple, vont être les mêmes. On a, dans le cadre des visites d'expérimentation, on a souvent compilé les séquences autour de droit, bientraitance éthique, puisque souvent les professionnels référents, etc., étaient les mêmes. Donc, on a pu faire une seule séquence. Si dans la structure, dans l'organisation, c'est différent, il y a une organisation qui nécessite que ces séquences soient scindées, ça va forcément créer des temps supplémentaires. Et comme chaque organisation est propre à chaque structure,
L'enjeu, c'est de bien définir les professionnels, les membres de gouvernance à rencontrer dans le cadre des différents entretiens, les éléments de consultation documentaire, la visite, et de rentrer tous ces éléments dans le calendrier qui va bien, en fonction aussi du nombre d'évaluateurs qui vont être mobilisés dans cette évaluation, qui sont au minimum 2, et qui va permettre de passer en revue l'ensemble des critères qui sont concernés en fonction de la structure qu'on va visiter. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Ensuite, on a eu un certain nombre de questions sur les évaluateurs externes, des questions à la fois de fond sur l'indépendance des organismes, sachant qu'ils sont financés du coup par le SMS. Des questions aussi sur leurs compétences et leur connaissance du secteur AHI. Et après, il y a plus des questions sur est-ce qu'il y a un cahier des charges à adresser aux évaluateurs externes, un cahier des charges type? Est-ce qu'il y a un modèle de contrat type qui existe ou qui a été mis en ligne par la HS? Je vais démarrer et puis Sandra complétera sur certains points. Alors, en termes d'indépendance et sur la question du lien financier, effectivement, la Haute Autorité de Santé, dès le départ, avait souhaité qu'il puisse y avoir une rupture du lien contractuel et financier entre la structure évaluée et l'évaluateur. Il n'y a pas eu de solution viable qui a été identifiée par le ministère. Donc, on a cherché d'autres manières de renforcer cette indépendance et ça a été vraiment l'objectif du choix de l'accréditation par le COFRAC. La norme d'accréditation, elle pose déjà des exigences d'indépendance que nous avons, nous, renforcées dans le cahier des charges. Donc, pour vous donner un exemple, un évaluateur ne peut pas être intervenu dans la structure 2 ans avant le moment de l'évaluation et ne pourra pas intervenir dans la structure 1 an après l'évaluation. Donc, il y a des points comme ça qu'on a reprécisés pour s'assurer d'une indépendance. Et puis, par ailleurs, toutes ces exigences et l'investissement que représente une accréditation COFRAC font qu'il y a un véritable enjeu pour ces structures d'avoir une activité forte et du coup un risque de perte d'accréditation très dommageable. Et donc, dans la balance bénéfice-risque entre indépendance et au contraire, je dirais, dépendance, va de plus en plus pencher en faveur d'une indépendance stricte des organismes. Donc, on a à la fois des critères, mais aussi des enjeux aujourd'hui de la part de ces organismes à bien travailler cette question de l'indépendance. De même, l'indépendance, c'est aussi ce qu'on a travaillé avec le COFRAC. Les critères de la norme et du cahier des charges compilés permettent cette indépendance, puisque de la même manière, les structures vont avoir des contrôles périodiques, que ce soit sur les installations type ascenseur, enfin voilà, beaucoup de contrôles qui sont aussi réalisés sur financement de la structure et dont l'indépendance n'est absolument pas remise en question. Donc, la rigueur du contrôle de ce critère-là, notamment par le COFRAC, permet aussi de garantir cette indépendance. Pas de cahier des charges type pour l'évaluation, puisque comme vous l'avez dit vous-même, évidemment, la base, et c'est ce qui a changé par rapport au système antérieur, c'est que les outils et le référentiel d'évaluation s'imposent aux évaluateurs. Donc, c'est le référentiel d'évaluation nationale, la plateforme Titinae, le rapport type, etc. Donc, le cadre s'impose. Par contre, à chaque structure et à chaque secteur, d'ajouter des éléments qui sont importants pour eux. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la compétence et les références attendues de la part des évaluateurs. Pour le secteur AHI, ça ne va pas forcément être les mêmes que pour le secteur du handicap enfant ou de la personne âgée. Donc, l'enjeu, c'est que vous posiez des exigences qui sont propres sur les compétences attendues des évaluateurs et notamment demander aux organismes qui vous feraient une proposition de vous présenter les CV des personnes qui prévoient de faire intervenir
lors de l'évaluation de votre structure, ce qui vous permettra aussi d'opérer un choix qui soit plus éclairé sur les compétences des professionnels et leur connaissance du secteur. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Peut-être une autre question sur les évaluateurs externes concernant la période un peu probatoire d'accréditation. Qu'est-ce qui se passe concrètement si un évaluateur n'est in fine pas accrédité par le COFRAC et quel impact pour l'établissement? C'est une question qui a été posée dans le chat et si vous pouvez rajouter des précisions. Je vais peut-être démarrer et puis peut-être que la DGCS voudra compléter puisque le texte qui a été publié et donc le code précise bien que si un organisme n'est finalement pas accrédité, parce qu'il n'aura pas fait ses preuves sur le terrain, s'il n'obtient pas son accréditation définitive, la structure, le SSMS, doit en informer son autorité et c'est l'autorité qui a 6 mois pour revenir vers le SSMS et dire si elle demande une nouvelle évaluation ou pas à la structure. Donc, je ne sais pas si la DGCS veut compléter. En tout cas, le texte prévoit bien cette situation et laisse à l'autorité le choix de redemander une évaluation ou non à l'ESSMS. Oui, c'est tout à fait ça. Sachant que il est évident que l'autorité compétente ne sera amenée à demander une nouvelle évaluation que si le rapport d'évaluation qu'il a reçu est sur la forme pas du tout cohérent avec le nouveau référentiel, par exemple, ou ne lui permet pas du tout d'avoir ce qu'il serait en droit d'attendre avec un rapport d'évaluation nouveau modèle, selon les normes de la HAS. J'en profite peut-être pour un point d'attention sur ce cas de figure, pour vous dire que dans le cadre des contrats qui sont passés entre un ESMS et un organisme évaluateur, ce qui sera vraiment important, c'est de veiller à ce que dans les conditions contractuelles, il soit bien indiqué que si jamais l'organisme évaluateur n'avait pas d'accréditation finale, il y ait une indemnisation, une prise en compte de cette situation pour que le SMS puisse éventuellement obtenir une indemnisation financière qui lui permettra, le cas échéant, si la demande était faite par l'autorité compétente, de réaliser une nouvelle évaluation. Ou en tout cas de ne pas être, de ne pas être mis en difficulté par l'obtention, par la non-obtention d'une accréditation au final. Autre question, toujours sur les organismes d'évaluation, un certain nombre de nos structures adhérentes peuvent être déjà certifiées sur des normes ISO 9000 ou autres. Et la question qui se pose, la question qui se pose, est quelle articulation effectivement entre des démarches ISO menées par certains gestionnaires et effectivement le référentiel HAS. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de l'auto-évaluation, à savoir que ces démarches, elles contribuent évidemment à la qualité de la structure, à la qualité des accompagnements, et qu'en ce sens, en fait, elles vont être complémentaires d'une démarche d'auto-évaluation et elles concourent à l'atteinte des exigences qui sont portées dans l'objectif 3.10 sur la démarche qualité. Voilà, donc il y a une complémentarité. Toutes ces démarches qui contribuent aux questions de qualité sont complémentaires et permettent de répondre aux exigences qui sont posées dans le référentiel. Il n'y a plus, comme ça pouvait être sur certaines certifications, de reconnaissance d'équivalence aujourd'hui, mais cette complémentarité, elle a vraiment du sens dans une dynamique qualité. Autre question sur les CVS. Il y a toute une série effectivement d'expressions sur ces conseils de la vie sociale et notamment sur la difficulté à les constituer dans des structures qui connaissent des turnovers. Il y a, ça peut être effectivement des structures liées à la demande d'asile sur lesquelles il y a beaucoup de personnes de nationalité et de langue étrangère qui rendent difficile l'animation de ces CVS.
sur le turnover, comme je le disais. Donc, oui, évidemment, comment travailler en lien évidemment avec les personnes qui sont logées ou hébergées dans nos structures. Pour nous, le référentiel, il va s'appliquer et la grille d'évaluation à passer en revue avec les membres du CVS va s'appliquer à partir du moment où la structure a l'obligation de mettre en place un conseil de la vie sociale. Après, elle a pu trouver des formes d'organisation de ce CVS qui peut-être ne passent pas nécessairement par les élections telles qu'elles sont prévues, mais par du volontariat. Je ne sais pas. Enfin, chacune des structures a dû trouver forcément une manière de faire, puisque l'obligation, elle existe en dehors du référentiel d'évaluation. L'entretien avec les membres du CVS est prévu pour les structures qui ont l'obligation de mettre en place ce CVS. Ça ne résout pas la question de comment je fais pour mettre en place mon CVS si je n'y arrive pas alors que la législation m'impose. Je ne peux pas vous donner des conseils sur la manière de créer votre CVS, qui est vraiment un autre sujet en dehors du référentiel. Après, étant entendu que les modalités de participation, elles peuvent être travaillées de manière propre à certaines structures en fonction des difficultés rencontrées effectivement pour mettre en place ces CVS. Mais malgré tout, la législation s'applique et on ne peut pas passer outre le fait que la structure, elle est dans l'obligation de mettre en place ce CVS. Merci pour cette réponse. Peut-être toujours concernant les méthodes et le référentiel, on a pas mal de questions d'adhérents sur la problématique de la traduction pour les méthodes en fait, d'enquête des évaluateurs externes au sein des établissements, puisque dans les établissements du secteur AHI, logement accompagné et DNA, il y a quand même un certain nombre de publics qui ne sont pas francophones. Donc, comment est-ce que les méthodes elles peuvent être adaptées et peut-être aussi une question pour la DGCS, est-ce qu'il y a des financements pour de la traduction, par exemple? Comment est-ce que concrètement ça peut fonctionner pour que les personnes concernées puissent être associées, même si elles ne sont pas francophones, aux évaluations? Alors, je pense que déjà le principe de base, c'est le fait qu'elle ne soit pas francophone ne doit absolument pas être un facteur d'exclusion et qu'il est absolument indispensable qu'elle soit pour autant rencontrée. On a eu cette question de la part des évaluateurs et on leur a répondu que finalement ça devait se négocier et se contractualiser entre l'évaluateur et la structure évaluée, et notamment si les structures évaluées ont des services d'interprétariat avec lesquels elles fonctionnent déjà bien au quotidien, qu'elles puissent effectivement les mobiliser dans ce cadre-là. Après, ça pose la question des financements, mais là, je laisse la DGCS répondre. Alors, la question du financement, forcément, elle revient souvent sur le devant de la scène. Malheureusement, à ce stade, il n'est toujours pas prévu de financement par les autorités des évaluations. Donc, je crains de devoir vous faire une réponse assez insatisfaisante à ce stade sur ce sujet. Bien noté. Du coup, on espère qu'on aura des éléments de réponse plus généralement sur la question des financements ultérieurement. Peut-être une dernière question sur le référentiel, sur les possibilités d'adaptation du référentiel et quelle est la méthode qui est prévue par la HAS en termes de retour d'expérience sur le référentiel et d'adaptation éventuelle en 2023, 2024 ou à plus long terme. Alors, on n'est pas forcément sur une adaptation du référentiel. On est sur un référentiel qui vient d'être posé et qui va être valable sur l'itération des 5 ans à venir. Évidemment, on va suivre le déploiement de ce référentiel et suivre le bilan qui pourra être fait de la réponse aux exigences et des critères qui peuvent, sur lesquels il peut y avoir finalement qui peuvent être satisfaits par l'ensemble des structures et donc il n'y aurait pas de vocation à continuer d'évaluer sur ces sujets-là, et puis d'autres sur lesquels, comme je vous disais, il peut y avoir besoin
d'éclairage, d'outillage pour pouvoir répondre davantage, enfin, en tout cas satisfaire les exigences. Donc, on est plutôt dans cette optique-là. On va le suivre. Il peut y avoir des questions qui se poseront, mais voilà, on est quand même pas dans l'idée de changer le référentiel à mi-parcours. Hein. Ça sera plutôt des précisions qui pourront être apportées et un outillage et des évaluateurs d'un côté et des structures sociales et médico-sociales de l'autre. Merci pour ces réponses. Là, du coup, on va partir plutôt sur une séquence DGCS au niveau de nos questions. Et notamment, une question à laquelle vous avez répondu en filigrane pendant la présentation, mais que je me permets de reposer sur la question du multi-établissement, notamment donc des associations qui ont des dates d'évaluation complètement différentes eu égard à leur date d'autorisation. Et la question était de savoir si on pouvait justement proposer, donc pour les jeunes travailleurs aux dettes, mais pour les autres à leurs différents organismes de tarification et de contrôle, une évaluation pour l'ensemble de l'association avec la même date pour tous les établissements. Ce serait en fait une demande du gestionnaire, c'est ça Une demande pour les organismes multi-établissements, pour les associations, pour avoir une plus grande cohérence en fait sur l'évaluation avec des projets associatifs, des projets d'établissement qui font sens sur l'ensemble des associations, et du coup avoir des dates d'évaluation sur la même année, ce qui aussi permettrait une réduction des coûts pour nos gestionnaires. Oui, c'est tout à fait possible, justement, ça pourrait tout à fait s'intégrer dans le dialogue que ce gestionnaire peut avoir avec son autorité ou ses autorités compétentes sur ce sujet-là, tout à fait. La seule réserve dans ce cas-là, c'est que cette articulation, cette mise en cohérence qui est souhaitée par le gestionnaire, il faut juste que les autorités dont les structures gérées par ce gestionnaire dépendent, puissent bien la mettre en œuvre, cette articulation. Merci. Il y a Pierre-Marc, tu enchaînes avec une autre question, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a eu quelques questions de personnes qui n'ont pour l'instant pas eu d'arrêté de programmation des évaluations sur certains départements. On ne va pas faire l'état, évidemment, de chacun des départements aujourd'hui de France. Est-ce qu'au niveau de la DGCS, vous avez aujourd'hui un calendrier, enfin une vision, en tous les cas, de ces arrêtés territoire par territoire ? Est-ce que vous repérez que sur certains territoires, effectivement, les arrêtés n'ont pas encore été pris? Merci. On n'a pas, au niveau national, de vision d'ensemble très précise. Ce dont on a bien conscience, c'est que certaines autorités compétentes rencontrent parfois des difficultés, notamment dans le cadre des autorisations conjointes, arrêter une programmation. Et ça peut engendrer justement des retards dans la publication des arrêtés de programmation qui sont attendus par les ESMS. Merci pour ces éléments de réponse. Peut-être concernant la question des financements, donc on a bien entendu ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le manque de visibilité pour l'instant sur la compensation des surcoûts. Est-ce qu'il y aura éventuellement un encadrement des coûts des organismes d'évaluation? C'est une question qui a été posée dans le chat et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on constate qu'il y a une augmentation des coûts des évaluations externes, est-ce qu'il y aura un coût plafond ou une grille qui va être mise en place? Je ne sais pas si c'est du côté de la DGCF ou du côté de la HAS, mais pour limiter des offres un peu trop onéreuses. Alors, il n'est pas possible en fait d'encadrer les tarifs des évaluations parce que ça relève du secteur marchand. C'est un secteur concurrentiel, donc ce n'est pas possible d'encadrer juridiquement ces coûts, mais je pense que ça peut faire l'objet d'un travail conjoint avec la HAS qui sera, après une première période de déploiement du dispositif d'évaluation, que
d'arriver à déterminer des fourchettes de prix assez cohérentes en fonction du type d'évaluation qui est attendu par type d'établissement. Je pense que ça pourrait être envisagé. Alors, nous, on ne va pas pouvoir encadrer le coût ni mettre des fourchettes de prix qui soient. Par contre, nous, ce qu'on va faire, et ça, on va le faire dès qu'on aura suffisamment de matière, c'est de publier et de mettre à disposition sur notre site internet le coût moyen d'une évaluation pour que vous puissiez savoir si ce qui vous est proposé correspond à peu près au coût moyen qui est pratiqué sur le marché ou non. Après, on ne pourra pas plus l'encadrer puisque la réglementation nous l'interdit. Donc, par contre, on va afficher les coûts moyens, ce qui vous donnera un ordre d'idée sur la proposition qui vous est faite et vous permettra certainement de faire un meilleur choix dans les offres qui vous sont proposées. Je pense que ça peut être des éléments de repère intéressants quand même pour les établissements pour pouvoir mettre de côté des réponses qui sont clairement exorbitantes peut-être par rapport à ce qui se pratique par les autres évaluateurs externes. Peut-être une nouvelle question à nouveau pour la DGCS concernant l'articulation de la démarche CEPOM et la démarche d'évaluation. Vous l'avez abordé lors de votre présentation, mais c'est vrai que se pose quand même la question dans le secteur AHI pour les CHRS qui sont soumis à l'obligation de signer des CEPOM, de l'articulation entre cette démarche évaluation, cette démarche CEPOM, de comment donner du sens. Comment est-ce que les résultats des évaluations, par exemple, peuvent nourrir la démarche CEPOM, sachant que les retours qu'on a pour l'instant de nos gestionnaires, c'est que bien souvent, les démarches ne sont pas forcément articulées et que c'est parfois même des directions, des personnes différentes au niveau des dettes qui pilotent démarches CEPOM et démarches d'évaluation. Justement, ce sera l'occasion de mettre tout cela en cohérence. Ce qu'on peut inviter les structures à faire, c'est justement de se retourner vers les autorités compétentes pour leur faire part de leur souhait de mise en cohérence de ces deux calendriers, celui de la contractualisation et celui de la transmission de leur prochaine évaluation. Et normalement, leurs autorités compétentes seront tout à fait à même de trouver l'articulation la plus pertinente. C'est vrai que pour rebondir et compléter ce que Geneviève indiquait, alors c'est le cas pour tous les établissements et services sous CEPOM, c'est qu'on est bien sur des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Or, sur le volet objectif, ces objectifs ils répondent à des problématiques, notamment des problématiques de qualité des accompagnements et des prestations réalisées par l'établissement et ou le service, qui vont être ensuite déclinés imaginons, il y a peut-être un objectif stratégique, puis les objectifs opérationnels déclinés et traduits eux-mêmes en actions concrètes, pour lesquelles il y aura des moyens attribués dans le cadre du CEPOM, le M de CEPOM. Et donc, c'est vrai que imaginons dans le cadre vraiment de façon très opérationnelle, dans le cadre de l'évaluation ou même de l'auto-évaluation, il y a des choses, des éléments de diagnostic qui ont déjà pu émerger au sein de l'établissement, au sein de l'organisme gestionnaire. Ce serait tout à fait pertinent de les proposer dans le cadre du dialogue avec les différentes autorités en charge de la rédaction et des réflexions quant au CEPOM, de pouvoir les proposer et de pouvoir ensuite indiquer et concrétiser en fait le plan d'action au sein de ce CEPOM. Voilà, c'est un exemple de comment mobiliser l'évaluation au sein du CEPOM et pour pouvoir faire le lien un peu plus entre ces deux dispositifs. On a d'autres questions sur le chat concernant des évaluations des établissements, par exemple, qui ont fait une évaluation récemment et qui sont sollicités par leurs autorités de contrôle pour des évaluations à réaliser prochainement dans le cadre de la nouvelle programmation. Est-ce qu'il y a des marges de négociation qui sont possibles pour éviter à l'établissement qui a fait une évaluation récemment de se réengager à nouveau dans une démarche d'évaluation externe dans le cadre de la nouvelle réforme? Ce cas de figure est assez étonnant parce que s'il y a eu transmission d'un rapport d'évaluation récent par le SMS à son autorité compétente, cette dernière devrait avoir une vision d'ensemble de la qualité de ses prestations qui ne nécessite pas forcément
une nouvelle demande d'évaluation, sauf si ce rapport en fait était insatisfaisant. Mais alors peut-être qu'on ne peut pas parler de marge de négociation dans ce cas de figure-là, si c'est bien cette raison qui justifie cette demande de transmission prochaine d'un nouveau rapport, mais il faut dans ce cas-là que le SMS n'hésite pas à se retourner vers son autorité compétente pour en parler avec elle. Je pense que des fois, il s'agit d'établissements qui étaient concernés par des évaluations externes qui ont été réalisées un petit peu tardivement et qui sont aujourd'hui, par exemple, concernés par la période transitoire de janvier à juin 2023 pour la réalisation des évaluations externes dans le cadre de la réforme et qui, du coup, sont priorisés alors qu'ils ont rendu tardivement des évaluations externes. En tout cas, il y a un enjeu de ce qu'on comprend aussi et des questions qui sont posées sur le chat. Il y a des questionnements sur qu'est-ce qui est valide, pas valide, sur les rapports d'évaluation externe qui ont pu être rendus avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'évaluation, qu'est-ce qui est bien pris en compte ou pas et quelle marge d'adaptation, de négociation ça laisse aux organismes gestionnaires. Je ne sais pas si c'est plus clair à poser comme ça. Mais... Oui, c'est en fait, dans ce cas de figure, ce que je comprends, c'est que la structure a rendu déjà un rapport d'évaluation pour le renouvellement de son autorisation déjà, assez récemment. Même si elle a été autorisée en 2008 ou 2009, elle ne devrait pas avoir à rendre un nouveau rapport d'évaluation au cours du premier semestre 2023, puisque ce qui est bien prévu dans les dispositions transitoires, c'est vraiment les structures qui n'ont pas rendu d'évaluation pour le renouvellement de leur autorisation. Donc là, à nouveau, il faut que ce gestionnaire échange avec son autorité compétente sur ce point-là. De manière générale, la préconisation, c'est pour tous les ESMS de se rapprocher de leurs autorités de contrôle s'ils ont des questions quant à la programmation, s'ils n'ont pas reçu leur arrêté de programmation ou si la programmation des évaluations leur paraît pas forcément correspondre aux évaluations qui ont déjà été rendues ou alors ça ne correspond pas forcément à leur modalité d'organisation pour l'année 2023, par exemple. Oui, c'est vraiment la préconisation qu'il faut retenir. Sachant juste peut-être une précision, les ESMS ne vont pas recevoir d'arrêtés de programmation. Les arrêtés de programmation sont publiés normalement sur les sites Internet. C'est le cas le plus vraisemblable des autorités compétentes. Donc, c'est au gestionnaire d'aller voir sur le site Internet des autorités compétentes. Merci pour ces éléments de réponse. Une autre question sur le chat, je ne sais pas si peut-être que la DIAL pourra répondre. Ça concerne à nouveau plus les CHRS, mais c'est le lien entre la réforme de la tarification des centres d'hébergement et la réforme de l'évaluation, telle qu'elle a pu être présentée ce matin. Oui, alors bien entendu, le lien est fait totalement, puisque d'un côté, on a une réforme du dispositif de l'évaluation qui consiste à faire encore mieux que ce qui était fait jusqu'à maintenant sur le contrôle de l'effectivité d'un certain nombre de droits et de devoirs au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et sur une qualité de l'accompagnement. Et bien entendu que dans le cadre de la réforme de la tarification des CHRS, les arbitrages qui seront faits pour cette réforme-là veulent aller dans ce même sens, c'est-à-dire favoriser une qualité minimum d'accompagnement, encourager à des pratiques innovantes et efficaces pour plein de questions, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès au droit. Donc, bien entendu qu'on fait le lien totalement entre la réforme de la tarification et ce nouveau dispositif d'évaluation. Puis pour tout vous dire, les personnes en interne à la DIAL qui suivent les deux projets sont les mêmes, finalement. Donc, le lien est bien entendu fait. Merci beaucoup, Simon, pour cet éclairage. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées aussi dans le chat sur quels sont les établissements qui sont concernés par la réforme de l'évaluation. Je vous invite vraiment à regarder sur le manuel en ligne publié par la HAS, le manuel d'utilisation du référentiel. Il y a un tableau qui représente tous les établissements qui sont concernés par l'évaluation. Donc, ça devrait pouvoir vous apporter des éléments de réponse.
Peut-être il y avait d'autres questions, mais on ne rentrera peut-être pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais sur l'écriture des décrets et certaines incohérences, notamment concernant les CADA. Je pense qu'on avait déjà transmis ces informations à la DGCS, mais éventuellement, soit si vous pouvez nous apporter des éléments de réponse maintenant, ou alors nous dire comment seront traitées cette problématique. Oui, c'est la référence au L212-8-1. Oui, il y a un toilettage qui est bien prévu de cet article, mais forcément, comme c'est un article inscrit dans la loi, il faut un véhicule législatif, mais c'est tout à fait prévu. Peut-être une dernière question sur la publication des résultats des évaluations aussi, puisqu'il y avait, il me semble, un objectif de rendre public ces résultats. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur où on en est sur l'éventuel décret et sur du coup l'obligation de rendre public ces résultats? Alors, ce sont des travaux que nous allons lancer à la rentrée, enfin début d'année prochaine, parce que c'est un décret qui devra être pris et il fera forcément l'objet d'une concertation avec l'ensemble du secteur au regard des enjeux que la problématique évoque. Donc c'est pour bientôt, en résumé. Bien noté. Merci beaucoup. Je propose du coup comme on arrive à la fin de ce webinaire, de conclure. Oui, donc on va conclure. Donc il est 11h27, donc après 2 heures de webinaire. Donc on souhaitait donc les trois têtes de réseau fassent une info et une âge du coup. Vous remerciez chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Donc vous étiez plus de 300 à le suivre. Merci pour vos nombreuses questions qu'on a essayé de poser tout au long de la deuxième partie. Merci à la DIAL de nous avoir accompagnés sur la préparation de ce webinaire. Merci à la DGCS de sa participation donc au pied levé, parce qu'on a eu très peu de temps pour préparer ce webinaire. Merci à la HAS. Nous avoir présenté les contours de cette réforme, puisqu'elle a fait de nombreuses fois et on la remercie très chaleureusement. L'enregistrement de ce webinaire donc, vous sera transmis, on le publiera sur nos sites respectifs, on vous enverra aussi tous les supports de présentation. On continuera donc le travail partenarial entre les trois têtes de réseau et la DIAL, puisqu'au premier semestre 2023, on pourra publier un guide à destination des évaluateurs externes qui permettra du coup d'expliquer les spécificités de notre secteur AHI logement dans le monde des ESSMS. Donc merci beaucoup pour cette participation et à bientôt. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.